Et maintenant, effectivement, nous allons, avant d'entamer cette première table ronde, pouvoir regarder le film de Stéphane Hugon, qui est le sociologue qui nous a accompagnés sur cette étude sur l'utilité, qui va vous présenter justement les ressorts de l'utilité, qu'est-ce qui fait qu'on se sent utile. Mon nom est Stéphane Hugon, je suis sociologue dans la tradition de la sociologie de l'imaginaire et je dirige la société Eranos qui fait de la prospective dans le domaine de la transformation des relations sociales et des relations humaines d'une manière générale en Europe et en Asie. La Fondation Corian pour le bien vieillir a décidé d'investiguer l'ensemble des marqueurs et l'ensemble des indicateurs qui permettent de comprendre l'expérience de vie et la qualité de vie au quotidien des personnes âgées. Et dans ce cadre, il est apparu que la question de l'utilité était un marqueur très important pour essayer de qualifier l'expérience au quotidien des personnes âgées, qu'elles soient chez elles ou dans un établissement. Les personnes âgées sont assez habituées à vivre une expérience qui les prive d'une certaine utilité parce qu'elles ne travaillent plus et parfois il y a toute une utilité, notamment pragmatique, économique, qui est réduite. En revanche, le sentiment de l'inutilité, c'est quelque chose qui est très blessant et qui parfois est vécu véritablement comme une douleur. Et le résultat de ces investigations nous a permis d'identifier 4 grands thèmes, 4 grands axes qui permettent de bien comprendre et définir et donc agir sur le sentiment de l'utilité. Le premier axe qui est apparu à l'issue de ces études est l'axe de l'utilité fonctionnelle. Et bien évidemment, c'est la base du sentiment de l'utilité, c'est pouvoir se déplacer, avoir une certaine autosuffisance, pouvoir s'alimenter et bénéficier d'une certaine autonomie. Le second marqueur qui définit l'utilité, c'est celui de l'utilité économique. Nous sommes dans une société d'échange et le fait de pouvoir acheter, l'idée de pouvoir avoir des petites dépenses, y compris des toutes petites et des micro-dépenses, ça permet de s'inscrire dans une socialité du don, du contre-don et de l'échange. Et c'est extrêmement important dans notre société contemporaine. Le troisième axe de l'utilité concerne l'utilité sociale. Et là, ça rassemble l'ensemble des expériences de considération, de discussion, d'échange, voire de partage, de parole essentiellement, avec un écosystème plus ou moins élargi. Famille, quartier, établissement, relations sociales au sens le plus large possible. Le quatrième axe qui est important d'identifier, c'est celui de l'utilité symbolique, probablement le plus important. Il concerne l'utilité auprès de toute une culture, c'est-à-dire la personne âgée doit incarner une mémoire collective, une histoire collective et doit permettre d'être un référent pour les générations qui succèdent. Dans une société dans laquelle on cède au jeunisme, dans une société qui est parfois éclatée entre des groupes qui sont de plus en plus homogènes, c'est important de rappeler qu'il existe une fonction de l'utilité qui est une fonction plus transverse et qui va permettre très justement de faire culture et de faciliter le vivre ensemble. Ce qui nous paraît très utile dans les résultats de cette étude, c'est de s'apercevoir que finalement il y a un certain nombre d'expériences qu'on avait déjà identifiées finalement. Mais qu'à côté de ça, il y a tout un champ qui s'ouvre autour de la question de la considération, du lien social, et qui est extrêmement riche pour améliorer la qualité individuelle des personnes et la qualité relationnelle des personnes âgées. Bien, merci à tous. Serge, on va débuter avec toi, si tu le veux bien. Est-ce que, par rapport justement aux résultats du baromètre, tu retrouves dans ces résultats des tendances sur la contribution des seniors à la société d'aujourd'hui et de demain? Oui, alors, heureusement, on retrouve des choses. Je crois qu'un des éléments absolument majeurs, cette notion où les gens disent que pour être utile, finalement, il faut d'abord être autonome. Il faut, de certaine manière, je veux compter sur moi-même pour que les autres, demain, s'il y a besoin, comptent sur moi. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel. Finalement, dans nos sociétés, j'ai besoin de compter sur la société, mais j'ai besoin de compter pour la société. Et ce qu'on dit souvent aux plus âgés, c'est finalement, vous comptez plus beaucoup. La manière de compter d'abord, c'est de se dire, mes papiers, mon autonomie, je peux encore la construire moi-même. Et si je peux la construire moi-même, du coup, si les autres ont besoin de moi, je serai là. Et c'est aussi ce sentiment absolument essentiel à la vie de chacun, de se dire, je suis là aussi pour les autres.
Je prends un exemple tout bête. Il y a eu plein de décisions qui ont fait que les revenus d'un certain nombre de retraités ont baissé. Un des éléments les plus durs, les plus lourds, les plus violents pour ces personnes, c'est de se dire, mais les 50 € que je mettais de côté pour mes petits-enfants, comment je fais demain si je n'ai plus ces 50 €? Eh bien, c'est du coup se dire, je sers à mes petits-enfants, ils peuvent compter sur moi. Si moi j'ai l'impression que je ne pourrais plus les aider, je me sens dans une situation totalement différente et je me sens très mal et mon estime de soi diminue. Donc cette question d'autonomie, on la voit, elle est bien ressortie. Et puis la deuxième chose, je voudrais dire dans cette étude, c'est qu'on a vu aussi, on voit aussi la différence entre les femmes et les hommes, en termes de, là aussi, de rapport à l'âge. Globalement, on dit aux hommes, est-ce que vous vivez bien votre âge? On est à 80% de gens qui disent, ça va. Qu'ils aient 60 ans, qu'ils en aient 80, ça va. En revanche, quand on demande aux femmes, les 65-80 ans, c'est 75% qui disent ça va, donc un petit peu moins. Et les plus de 80 ans, c'est plutôt 57%, c'est-à-dire beaucoup moins. Et simplement, on voit aussi qu'il y a des différences femmes-hommes assez importantes sur les questions de vieillissement. Alors d'abord, tout simplement, parce que souvent, elles ont des revenus plus faibles, mais aussi parce que souvent, c'est elles qui ont plus accompagné que l'inverse. Et donc, à un moment donné, elles sont sans doute aussi plus fragiles par rapport à ça. Et puis aussi, parce que dans les couples, souvent, c'est l'homme qui part en premier, et donc du coup, ça crée aussi une autre situation. Donc on voit bien que dans la question de l'accompagnement, de l'écoute, du soutien aux plus âgés, la différence femmes-hommes doit être prise en compte. Merci beaucoup, Serge. Laurent Garcia, on le voit, comme l'évoquait Serge, les seniors se sentent des citoyens à part entière, ils veulent rester actifs, indépendants, autonomes. Comment, de par votre expérience en tant qu'élu local et aujourd'hui député, comment finalement mieux les impliquer aussi dans les décisions qui les concernent au plus près, les décisions de la cité? Merci, déjà merci de votre invitation. Un petit clin d'œil particulier puisque j'ai été maire de Laxou pendant une dizaine d'années, à vos équipes de Laxou qui font un boulot remarquable. Donc c'était l'occasion de le dire un peu publiquement, et c'est vrai aussi, elles s'impliquent, vos équipes s'impliquent beaucoup, justement aussi pour donner la parole à vos pensionnaires. Je pense par exemple sur les activités périscolaires où on faisait beaucoup d'interventions intergénérationnelles où des enfants les enfants des écoles allaient dans vos établissements. Eh bien, il y avait ce sentiment, je ne vais pas dire de rajeunissement, mais en tout cas d'utilité. Alors, là aussi, enfin, l'utilité, ça touche à tout. Enfin, c'est un concept tellement philosophique que ça touche tout le monde quasiment à tout âge. Donc là, c'est parce que c'est vos publics que vous y êtes plus attentifs. Mais les politiques au sens large, qu'ils soient locaux ou nationaux, doivent avoir cette idée en tête pour que chacun puisse, avec le bien vivre ensemble, trouver sa place. C'est Jean-Pierre Raffarin qui disait à l'époque, la retraite, c'est de la vie en plus de la vie. Ben, votre étude et votre baromètre le démontrent. Et on le voit dans la cité, dans toutes les communes, ce sont un vivier très fort de bénévolat pour la totalité du tissu associatif, que ce soit les anciens combattants, mais que ce soit aussi les associations d'aide aux seniors, justement, que ce soit les associations sociales, bref, ce sentiment d'utilité qui transparaît dans votre baromètre, on le vit véritablement au niveau de la cité. Au niveau national, je pense qu'il faut entendre la voix qui monte, qui ne se traduit pas forcément par une présence dans la rue, évidemment, mais par contre qui se vit, et Serge, vous y avez fait allusion tout à l'heure. C'est vrai que manifestement, les problématiques d'aujourd'hui, qui datent pas d'aujourd'hui, mais qui sont mises à jour aujourd'hui, viennent de loin, et c'est collectivement qu'on pourra y répondre. Voilà un petit peu les expériences qu'on a au niveau national, mais c'est vrai que avant tout c'est le niveau local, et le senior, je vais l'appeler comme ça, le senior trouve une utilité au niveau local de sa commune, de son département, et le responsable public local en a véritablement besoin. Donc oui, et 100 fois oui, le senior est utile. Merci beaucoup. Bernard Dupont,
donc là, on vient parler justement des seniors citoyens, mais qu'en est-il des patients? On voit le patient veut aussi rester acteur de sa santé et il veut être mieux informé, participer à la prise de décision et partager son expérience avec ses pairs. D'ailleurs, on parle de plus en plus de patients experts. Comment vous abordez justement ce nouveau statut du patient? Est-ce qu'il y a une sensibilisation particulière des professionnels au CHU? C'est vrai que le patient, bon, c'est un terme générique. J'ai connu le ministre de la Santé qui n'aimait pas trop le mot patient, parce que c'était lié avec patience, et que parfois ça positionnait les patients, justement, dans un rôle pas forcément très positif. Mais au-delà de cet aspect sémantique, on voit bien que les patients sont de plus en plus acteurs, ne serait-ce que dans leur propre diagnostic, leur propre appréciation de leur état de santé. Dans le diaporama que vous avez présenté tout à l'heure, on voyait un pourcentage quand même qui me paraît relativement important, plus important que je l'imaginais, de personnes de seniors, les seniors déjà en institution, donc c'est comme une catégorie de seniors peut-être moins autonomes que d'autres, qui souhaitaient pouvoir bénéficier de liaisons Internet. Hein, je crois que c'est 35%, enfin, ce chiffre-là. Hein. Or, on voit bien que à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, enfin, c'est un sujet un peu d'actualité, mais les échanges sur les sujets de santé sont majeurs. Et donc, souvent, le patient, les médecins le disent très bien, arrive dans leur cabinet ou à l'hôpital, avec déjà une idée assez précise de ses symptômes, de ce qu'il a, de ce qu'on devrait lui dire, du traitement qu'il faut avoir, enfin, etc. Ça a changé la donne, parce que il y a pas moins de demi-siècle, la situation du patient par rapport à son médecin était quand même une subordination beaucoup plus forte. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, hein, mais quand même beaucoup plus fort. Donc ça, c'est un élément que je trouve de changer. Puis on voit bien, alors, enfin, je ne vais pas de gilets de toutes les couleurs, mais l'espèce de recherche d'information horizontale. Les réseaux sociaux, enfin, je ne suis pas sociologue, je fais attention à ce que je dis, mais c'est quand même aussi un élément nouveau. Et ça touche aussi bien les patients, et les patients, y compris âgés. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, comment est-ce qu'on, dans un hôpital comme le CHU, qui est une grosse boutique, avec quand même un corps médical de haute volée, conscient de l'être, enfin, etc., comment est-ce qu'on s'adapte à cette situation? Déjà, même lorsqu'on a des médecins de très haut niveau, ce qui est le cas du CHU de Nancy, comme dans tous les CHU, enfin bon, beaucoup d'établissements privés également, enfin c'est pas le sujet, mais la difficulté qu'on a parfois, souvent, c'est de faire en sorte que le patient soit acteur de son parcours, qu'il le comprenne. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et puis comment dire, quelle est l'appréciation qu'il porte sur son parcours? Et donc le patient expert, on utilise de plus en plus dans nos projets d'établissement, de projets médico-soignants, pour avoir l'avis du patient sur ce qu'on propose. Finalement, on connaît tous ces sites qui nous permettent d'exprimer notre avis sur les restaurants, les hôtels, enfin, etc. Ça ne me paraît pas choquant que le patient lui-même puisse exprimer. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, de façon à ce qu'on puisse l'utiliser. Donc on utilise une méthode, alors c'est un mot anglais, du shadowing, c'est-à-dire finalement, ça décrit un parcours du patient avec, à chaque étape du parcours, l'appréciation du patient sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Là, il a attendu, là, on a été mal aimable, là, je sais pas, il y a des ascenseurs qui ne marchent pas, enfin, etc. Et le cumul de ces expériences permet aussi d'évoluer. Alors, sur le CHU de Nancy, là encore, le CHU de Nancy fait, comme beaucoup d'autres l'ont fait déjà, et d'autres dans tout type de structure hospitalière, on a pour la période à venir travaillé sur notre projet médical et soignant, donc qui est un projet médical et soignant, comme l'indique son nom, c'est quand même très professionnel. Par contre, il nous a paru important d'avoir un projet des malades à l'hôpital, et on a associé le maximum de malades à la réalisation du projet médical et soignant, avec un volet un projet des usagers, c'est une expression hospitalière, mais pour la même période, de façon à ce que l'ensemble du CHU évolue à la fois pour le bien des professionnels, et leur exercice, etc., mais aussi en fonction des attentes des patients. Donc c'est une forme d'association. Et puis plus classiquement, dans tous les établissements hospitaliers, on a, je pense dans toutes les structures également de Corian, des associations qui interviennent, alors des bouses de toutes les couleurs là aussi, mais il y a aussi des associations plus sur des pathologies. Sur l'insuffisance rénale, sur le diabète, qui sont, je dirais, des structures qui peuvent être très fortes, comment dirais-je, puissantes même, hein, même économiquement parfois. C'est le cas notamment dans le domaine de l'insuffisance rénale, mais qui sont pour nous des partenaires importants. Alors là, la difficulté, ça renvoie aussi à l'actualité, c'est aussi parfois une crise de la représentation.
Parce que finalement, on retrouve dans ces associations, qui sont tout à fait éminentes, loin de moi l'idée de les critiquer, hein, parfois des gens qui sont des militants et qui deviennent même à la limite presque professionnels de leur affaire. Est-ce qu'ils représentent complètement le malade de base? Enfin, c'est un débat que je laisserai peut-être à d'autres plus éminents que moi pour le faire, mais on voit bien que des fois... bon. Or, en même temps, nous, on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui comprennent quand même le système. Il n'y a pas que dans la rue et les ronds-points, vous voyez, qu'il y a ce genre de réflexion. Hein. C'est un peu compliqué. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je crois qu'aucune structure, et je terminerai là-dessus, aucune structure hospitalière, une structure de santé, EHPAD, enfin, ne peut se passer d'impliquer au plus profond ses résidents, ses malades, etc., sous toutes les formes. Et puis j'ai à côté de moi un élu. Dans un hôpital public, je suis de la génération qui considère que les élus ont leur place. Ils représentent la population, ils sont élus pour ça, que ce soit des maires, des députés qu'on peut trouver. Hein. Mais je trouve qu'il y a eu un temps où la technostructure, vous savez, des endroits près de la Seine, vous voyez, bon, considérait que les élus étaient des enquiquineurs, empêchant de tourner rond, de fermer des services, etc. On voit parfois où ça nous mène. Merci beaucoup. Alors on va s'intéresser un peu plus spécifiquement aux maisons de retraite avec vous, Dr Abraham. Donc on l'a vu également dans le baromètre. Finalement, les maisons de retraite n'ont pas une si mauvaise image que ça. Et surtout, la notion d'utilité y est très importante. Alors cela suppose néanmoins une capacité d'adaptation de ces établissements. Puisqu'on le voit, ça passe par la personnalisation de l'accompagnement et voilà, la possibilité d'avoir vraiment des services personnalisés. Alors comment est-ce que l'on peut concilier justement ce besoin de personnalisation qui est plébiscité avec les contraintes organisationnelles de ces établissements ? Alors déjà, je vais faire comme les orateurs précédents. Je voudrais remercier d'une part d'être ici sur cette table ronde et de m'avoir invité. Et puis remercier le travail quotidien qu'on fait sur le territoire avec toutes les équipes, y compris les EHPAD et leur adaptabilité. Peut-être que répondre à cette question, ça ne va pas être simple en 5 minutes. Peut-être que aussi, moi je travaille dans une structure d'appui qui intervient à domicile, justement en appui des intervenants du domicile et pour réaliser des transitions entre maintenant et ce qu'on considère comme complexe et puis ce qu'on va pouvoir proposer dans l'avenir à ces personnes dont on nous dit qu'elles sont complexes. Mais c'est jamais elles qui le disent. Quand j'entendais là, le diaporama précédent était très intéressant, on entendait « je veux rester autonome ». La majorité des gens que nous, on va voir, c'est des gens dont on dit qu'elles ne sont pas, mais qui elles-mêmes nous disent « non mais moi tout va bien, enfin voilà, laissez-moi, moi je vais bien ». Oui, mais bon, voilà. Et du coup, c'est à se dire comment est-ce qu'on peut investir en les accompagnant ce qu'elles-mêmes, elles projettent de leur avenir. Et du coup, moi, on parle beaucoup d'interopérabilité des systèmes d'information. On pourrait parler d'interopérabilité de l'EHPAD avec le domicile, ce qui constitue un enjeu. Alors sur le territoire nancéen, on a la chance d'avoir expérimenté le dispositif PAERPA et d'avoir eu avec les EHPAD un dispositif, alors je parle de dispositif qui est l'hébergement temporaire en sortie de court séjour. Je voudrais saluer une ancienne directrice d'EHPAD qui est Madame Delaoui, qui était à Corian, avec qui on a vraiment réussi à modéliser avec les autres EHPAD aussi du territoire ce qui pouvait se passer quand on sort de court séjour, quand on est patient à l'hôpital, et puis qu'on ne peut pas rentrer chez soi tout de suite, mais qu'on est quand même suffisamment bien pour ne pas nécessiter du soin de suite et de l'hôpital. On est j'ai les chiffres sous les yeux, on est à un peu moins de 400 séjours. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont soignées à l'hôpital et qui rentrent chez elles mieux en étant passées par l'EHPAD. Ce qui fait qu'on donne déjà une autre vision de l'EHPAD, à la fois pour les personnels de l'EHPAD, ce qui nécessite vraiment une énorme adaptation en interne, et on l'a vu et accompagné. Et puis pour les personnes elles-mêmes, changer de regard. C'est-à-dire, je vais moyen quand j'arrive dans l'EHPAD et j'en ressors mieux
pour pouvoir réinvestir mon domicile et rester chez moi. Les chiffres que j'ai sur 388 séjours, c'est qu'il y a eu 320 retours à domicile, avec une vision transformée de l'EHPAD, en se disant, mais vous savez, moi maintenant j'y suis passée, j'en suis sortie, et si j'en ai besoin une autre fois, je pourrais y retourner très facilement. Et on a vu des personnes, la majorité, qui disaient, moi, de toute façon, je vais déposer un dossier pour investir mon avenir dans l'EHPAD. Et cette notion d'investissement, c'est je vais investir l'EHPAD différemment, parce que je l'ai vécu, que j'en suis sortie et que je vais y revenir quand j'en aurai besoin. Et l'investissement de départ ne sera pas parce que, vous savez, cette fameuse expression « maintien à domicile impossible », mais parce qu'à un moment donné, ça sera ce que moi j'aurais considéré comme mon propre besoin. Et à ce moment-là, c'est là qu'on change la vision, et c'est là que peut-être, avec des dispositifs d'un EHPAD qui s'ouvre, on parle de plus en plus d'EHPAD ouverts, on pourra tout doucement, vraiment incarner EHPAD, lieu de vie, etc. Mais que ça parte de la personne âgée qui y rentre, en sachant très bien ce qu'elle va y chercher, plutôt que en entrant en se disant je ne peux pas faire autrement, ce qui est quand même le plus souvent aujourd'hui. Et c'est cette interopérabilité, cet EHPAD ouvert qu'on voit se dessiner et que l'ARS, etc., nous permet, en les finançant avec le département, de pouvoir se dessiner, qu'on pourra construire ça et que finalement ces contraintes qu'on subit tous au quotidien, dans nos appartements, dans notre vie courante, pourront être mieux acceptées et moins considérées comme des obstacles. Merci beaucoup. Alors Serge, il y a d'autres points qui étaient intéressants dans le baromètre. Il y avait effectivement les inégalités, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi cette notion d'altérité dans l'aide. Il y a des chiffres dans le baromètre qui démontrent que donc effectivement les seniors sont utiles d'abord vis-à-vis d'eux-mêmes et ensuite vis-à-vis des autres. Il y avait également cette notion de qui est qui, et que les jeunes avaient aussi énormément de choses à apporter à leurs aînés. Oui, tout à fait. Il y a un mot qu'on utilise très très souvent dans ce domaine, dans notre domaine, c'est le terme de dépendance, qui est d'abord d'une laideur absolue, qui est d'une violence totale et qui est d'une fausseté très forte. Parce qu'une société est une société d'interdépendance. On a tous besoin les uns des autres, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation. Et je peux être à un moment donné le plus fort des plus forts, je peux être Teddy Riner, et pour autant, tout Teddy Riner que je suis, enfin pas moi, on a un petite différence d'à peu près 1 mètre et 50 kilos et une ceinture noire et ainsi de suite, mais même lui, il dit j'ai une psychologue qui m'accompagne depuis que j'ai 14 ans. Et certainement que cette psychologue, elle est beaucoup moins forte physiquement que lui, mais elle lui apporte autre chose. Bref, on a tous besoin de ça. Et ce que disent ces personnes, c'est qu'elles ont besoin, mais que les autres ont besoin. Ça s'appelle tout simplement la réciprocité. Et sans doute que jamais autant qu'aujourd'hui, nous avons conscience de cette réciprocité. Quel grand-parent n'a pas dit un jour « Ah c'est ma petite fille ou c'est mon petit-fils qui m'a réparé, qui la télévision, qui le téléphone portable, que sais-je encore. Et qui m'a réparé, mais en 3 minutes, elle m'a réglé le problème, alors que... » Et on le dit, mais avec des étoiles dans les yeux. Il y a pas de, on n'a pas honte. Les gens qui disent ça n'ont pas honte. Ils sont émerveillés que leur petite fille ou que leur petit-fils ait pu leur réparer si vite. Et inversement, la petite fille ou le petit-fils va dire « Mon grand-père, ma grand-mère m'a expliqué telle ou telle chose. » Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fort qu'avant. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on en a conscience et que les personnes le disent. Je me sens aussi bien dans cette société parce que je sais que je peux compter sur les autres, mais qu'ils peuvent aussi compter sur moi et qu'à tel ou tel moment, c'est eux, en dépit des écarts d'âge, en dépit des différences, qui vont m'apporter quelque chose. Et ça, cette conscience-là, mais c'est sans doute, là, il faudrait que ce soit remboursé par la sécurité sociale, parce que c'est le meilleur médicament possible. C'est-à-dire que si je sens que j'ai un regard de confiance dans l'autre, je me sens tout simplement beaucoup plus à l'aise. Or, aujourd'hui, un des critères, une des caractéristiques de la société française, c'est que c'est une société de défiance énorme. Il y a plus de 80% de la population dit, quand je ne connais pas la personne, a priori, je n'ai pas confiance en elle. Alors donc c'est comment on reconstruit cette confiance. Et comment, je vous écoutais avec beaucoup d'attention, comment on reconstruit aussi cette confiance dans un moment où les décisions sont beaucoup plus complexes. Donc on est face à une sorte de paradoxe très fort, c'est que d'un côté, jamais autant il y a eu une demande de démocratie, jamais autant il y a une demande de « je veux avoir voix au chapitre », et jamais autant les décisions ont été aussi complexes.
Et du coup, comment on fait en effet pour régler cette réalité de la complexité et en même temps ce besoin de chacun de dire je veux aussi avoir mon mot à dire, voire j'ai une solution. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc, dans une société qui est de plus en plus complexe, avec des gens âgés qui sont aussi conscients de cette complexité, comment on fait pour que tout le monde puisse être écouté, voire même entendu? Pas simple. Pas simple, effectivement. Alors justement, on revient avec vous, Laurent Garcia. Donc on le voit, finalement, les aînés semblent avoir acquis une sorte d'autodiscrimination à leur encontre. Ils sont prêts à limiter un certain nombre de droits une fois un certain âge atteint. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas réaffirmer les droits fondamentaux des personnes âgées et notamment les plus fragiles pour lutter contre cette forme d'agisme de la société ? C'est très bien résumé, j'ai envie de dire malheureusement très bien résumé, parce qu'il y a ces sentiments dans les populations âgées. Alors, je reviens un instant sur ce que disait Serge Guérin, très justement sur des difficultés de décision à prendre dans des moments complexes où plus personne ne croit en son voisin, copain, ami, etc. Je ne sais pas si vous avez vu cette info, enfin ce sondage il y a quelques semaines, quelques mois, où 7% de la population, alors c'est pas la majorité, mais enfin 7% disent qu'on n'a pas marché sur la Lune. Je ne sais plus, une dizaine ou une quinzaine de pourcents disent que le 11 septembre n'a pas existé. Enfin voilà la société dans laquelle on est. Pour que chacun trouve sa place, y compris évidemment les aînés, c'est d'autant plus compliqué. Alors qu'ils ont un rôle de régulateur, parce que, je dirais pour l'affaire de marcher sur la Lune, ils l'ont vécu en direct. Et donc ils représentent la mémoire collective. C'était dans votre baromètre également. Qu'il faille continuer à leur demander leur avis, qu'ils donnent leur avis. Aujourd'hui, où il y a une crise de la représentation, c'est vrai, enfin, on le voit aujourd'hui, mais c'est pas, on le voit venir depuis bien longtemps. Enfin, quand on voit que des élections, il y a 50% d'abstention sur les élections européennes systématiquement, qui sont un vote défouloir par excellence, ça pose question par rapport justement à l'Europe qu'on a envie de construire, qu'on a voulu envie de construire et qui nous garantit quand même la paix, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, prendre conscience de ça, oui, prendre la substantifique moelle de nos anciens parce que ils ont un rôle fondamental. Alors les pouvoirs publics aussi sont confrontés à cette problématique-là. Il y a des réponses partielles forcément sur le reste à charge zéro, sur divers systèmes. Alors après, s'il y avait une martingale depuis le temps, ça se saurait. Il y a aussi le difficile débat à venir et la question de la fin de vie aussi, qui va se poser avec acuité, avec une demande de moyens, avec une demande... Mais là encore, il va falloir le faire avec les acteurs concernés et continuer à les écouter. Je crois que c'est ça, se sentir utile, c'est aussi savoir que son avis est pris en compte et va aider la société au sens large. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dupont, un des enjeux du bien vieillir, c'est justement de pouvoir conserver son pouvoir de décision, mais ça passe aussi par le maintien de sa santé. Mais dans des zones de désertification médicale, c'est parfois compliqué d'avoir accès à un professionnel de santé ou même à un médecin traitant. Alors, est-ce que vous avez développé sur le territoire justement des actions, voilà, on parle beaucoup de télémédecine, de téléconsultation, de mutualisation des services de santé. Est-ce que vous avez eu des actions particulières? Alors, le CHU de Nancy, alors, depuis très longtemps, a initié des actions de télémédecine ou de télésurveillance, notamment sur des pathologies précises. Je pense à la néphrologie, je pense à l'insuffisance cardiaque, bon, à partir d'équipements qui évoluent à une vitesse phénoménale. Donc, ce qu'on a mis en place il y a seulement 2-3 ans paraît même assez vite ringard. Enfin bon. Mais on voit bien que la technique, en tout cas, amène des possibilités, en tout cas, qu'il faut qu'on explore. Toutefois, il faut faire attention au fait que la médecine, le soin, c'est quand même une relation entre personnes, entre individus. Et que surtout les publics qui peuvent être éventuellement fragilisés ne se sentiront pas forcément rassurés uniquement parce qu'on aura mis une électrode, une caméra, enfin bon. Donc il faut qu'on arrive à mixer ça.
Alors, et de toute façon, lorsqu'on fait de la télé quelque chose, il faut souvent un professionnel au debout lorsqu'il s'agit d'examiner un patient. Alors, le CHU d'Annecy a travaillé avec son établissement, par exemple d'EHPAD, pour éviter le recours aux urgences. On constate aux urgences qu'il y arrive des personnes âgées qui sont parfois prises en charge dans des EHPAD où il n'y a pas d'infirmière la nuit, vous voyez, et qui donc pour lesquels le diagnostic ou l'appréciation de l'état de santé réel du patient ou de la patiente n'est pas vraiment fait. Puis ils arrivent aux urgences, ils y restent un temps qui n'est pas convenable. Enfin, on connaît tous ça. Et au final, on les hospitalise parce que, faute de mieux, ou on les renvoie pas d'heure dans la maison de retraite, ça va pas. Pour des patients qui, parfois, ou des résidents qui auraient pu très bien être traités par un médecin tranquillement le lendemain. Voilà. Donc, il y a une espèce d'utilisation de tablettes. C'est un dispositif qui a été mis en place par le CHU il y a maintenant 3 ans. Et aidé d'ailleurs à ce moment-là par l'ARS de Lorraine, et qui marche sur son de maison de retraite. Sur les aides médicaux, la difficulté aujourd'hui, c'est que lorsqu'il s'agit de faire un diagnostic initial, une prise en charge, la télé quelque chose n'est pas forcément le moyen le plus adapté s'il n'y a pas un professionnel sur place. Alors, moi, je nourris de forts espoirs dans un dispositif qui a été mis en place par l'actuel ministre de la Santé, par Agnès Buzyn. Pour être complètement honnête et neutre politiquement, ça avait été tenté par Marisol Touraine, ça avait été tenté par Roselyne Bachelot, je pense que j'ai fait à peu près le panel, avec un succès variable, des difficultés, il faut dire les choses, liées quand même à une forme de corporatisme assez marqué dans notre pays, des professions de santé et notamment des professions médicales. Hein, je l'ai dit, voilà. Il me semble, on a une richesse, hein, on a plusieurs centaines de milliers d'infirmières en France, globalement bien formés, bons professionnels, enfin voilà, bon, pas de sujet. Peut-être qu'il faut compléter les formations, mais globalement c'est des professionnels de très bon niveau, et le niveau augmente. Or je trouve qu'on, y compris dans la gestion de carrière, ce qui est un autre sujet, mais on sous-utilise cette compétence, alors même que ces professionnels de santé, je dis infirmières, ça pourrait être d'autres métiers, hein, mais l'infirmière, ça me paraît un métier central quand même, pourrait être mieux utilisé en proximité, pour des choses très simples. Enfin, il y a un débat qui traîne depuis des années sur la vaccination contre la grippe. Je vous encourage tous au passage à vous faire vacciner. Est-ce que l'infirmière peut faire? Est-ce que c'est le pharmacien? Bon, pour un acte quand même extrêmement simple. Oui, je pense que là, il faut qu'on dépasse ça et on abordera de ce fait différemment les problèmes des déserts médicaux et l'utilisation de la télémédecine, qui est un outil très efficace, notamment pour la vie médicale, la surspécialisation, mais qui ne remplacera quand même pas un contact de proximité. Donc vraiment, je crois qu'il faut marcher sur les deux jambes dans ces sujets-là. Maintenir un contact de professionnels. Je trouve que l'infirmière de pratique avancée, pour prendre le jargon, répond bien à un truc. On pourra trouver un autre nom quand même. Mais l'utilisation de la télémédecine avec un réseau, c'est-à-dire qu'il faut que l'infirmière de pratique avancée, elle puisse savoir à qui demander un avis, envoyer une image, un examen, enfin bon, des réseaux comme le réseau CUNY, je me tourne vers ma voisine, sont des réseaux qui peuvent porter ce genre de choses. Le CHU peut être évidemment un acteur. Je pense que là, c'est vraiment un maillage. Et puis, au fond, télémédecine, pratique avancée, tout ça, c'est quand même aussi une révolution culturelle des professionnels, aussi des malades, et de la façon dont ça peut être présenté éventuellement par les médias. Je pense que là, il faut que la société bouge. On est une région frontalière, l'Allemagne, la Belgique, les pratiques avancées, la télémédecine en Allemagne, ont atteint des niveaux qu'on ne connaît pas en France. Et on n'a pas le sentiment que la population soit plus mal soignée. Donc je pense que là, il y a une voie qu'il faut qu'on suive. Et par ailleurs, puisque tout le monde cherche des euros dans tous les coins, on y gagnera peut-être de l'argent en même temps. Merci beaucoup. On va conclure avec vous, Dr Abraham. Selon vous, comment est-ce qu'on peut faire tomber justement les idées reçues et démontrer que la vie ne s'arrête pas avec la maladie et l'avancée en âge? Comment est-ce qu'on reste acteur de sa vie? C'est deux concepts un peu différents. La vie ne s'arrête pas avec la maladie, d'abord parce que c'est un fait. De quelle maladie parle-t-on? On parle de plus en plus maintenant dans l'avancée en âge de polypathologie. Donc il faut vivre avec une ou plusieurs maladies chroniques parce qu'on continue à être, dans la société, et parce que est-ce qu'on parle du regard de l'autre ou du regard de soi, et on investit beaucoup
quand on est au contact, nous, des personnes âgées dites fragiles, en situation complexe, etc., leur vision à eux-mêmes de ce qui me reste à vivre, non pas du reste à vivre à cause de la maladie, des maladies ou autres, mais de ce que moi, en tant que personne, j'ai encore envie ou j'ai encore besoin de vivre. Qu'est-ce que je vais citer Naomi Michel, mais qu'est-ce qui me reste à faire avant de pouvoir passer à autre chose, un autre monde ou je ne sais pas. Et quand on échange, on arrive souvent à cette question, moi je pose souvent, mais est-ce que vous vous sentez vieux? Alors on me dit oui ou on me dit non, quel que soit l'âge. Et quand je demande mais depuis quand ou depuis quoi, c'est toujours un événement de vie très précis. Pas une maladie, c'est un événement de vie ou un âge. De toute façon, je suis vieille. La dernière dame à qui j'ai posé la question, elle m'a dit, mais vous savez, j'ai 82 ans, je suis vieille depuis 77 ans. Et j'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, bah oui, parce que moi, ma mère et ma belle-mère sont décédées à 77 ans. Donc moi, j'ai déjà un rap de 5 ans. Ce qu'elle m'a expliqué. Pourtant, voilà, on a discuté là-dessus. Je dis d'accord, il vous reste quoi encore à vivre? Et on a discuté de ce qui lui restait à vivre à elle. Et à ce moment-là, c'est peut-être en échangeant sur ça, plutôt que sur, pourtant je suis médecin, sur cette porte d'entrée de c'est la maladie qui va faire que. Voilà, peut-être c'est en travaillant avec de façon globale, comme on est en train de le faire, en s'écoutant et en échangeant les uns les autres sur cette identité du reste à vivre. Moi, je le transmets, je l'ai appris, on le partage, et peut-être que c'est ça à développer, cette avancée en âge, à quoi pour moi elle correspond. Et à travailler, enfin, moi je sais qu'on emmène nos internes, hein, on est lieu de formation, je pense que c'est important, on est lieu de formation pour les infirmières, pour les internes, pour les assistantes sociales vers qui on va. C'est important qu'elles entendent, qu'on entende ensemble et qu'ensemble, on avance là-dessus pour que petit à petit, on parle plus simplement de fin inéluctable qu'on projette de ses propres craintes ou autres, mais du reste à vivre et de vraiment comment est-ce que j'ai envie d'investir ce reste à vivre. Ce qui va rejoindre cette idée de fin de vie, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous pour cette première table ronde. Je vous propose un petit temps d'échange avec la salle et peut-être parce que je crois que Madame Piquet, qui est représentante de l'ARS, est parmi nous. Super. Alors, je voulais m'adresser à vous, Madame. Madame la ministre Agnès Buzyn a lancé cet automne une grande concertation pour adresser l'ensemble de ces sujets et poser les jalons de la future loi autonomie grand âge. Alors comment est-ce que, je crois que le docteur Abraham l'a un peu évoqué, mais comment justement est-ce que l'ARS accompagne les établissements dans ces changements, les établissements et le domicile d'ailleurs? Oui, merci. Merci pour votre invitation. Alors, bon, l'ARS, vous l'avez bien compris, n'est pas toute seule. Donc déjà, je pense la façon de travailler avec les autres est très importante. Donc on travaille de concert à la fois avec les élus, le conseil départemental, les structures, qu'elles soient en ambulatoire, qu'elles soient en EHPAD. Donc c'est vraiment un travail de concertation, un travail de co-construction. Donc l'ARS Grand Est a un projet régional de santé. Et dans ce projet régional de santé, il y a à la fois un travail sur les parcours, donc le parcours de la personne âgée est un projet prioritaire qui, j'allais dire, bénéficie d'expériences. Le docteur Abraham en a parlé tout à l'heure, donc de PAERPA, qui a été développé d'abord à Nancy, puis après sur tout le département de 54, qui quelque part a montré les jalons de ce que pouvait être un bout donc des parcours de la personne âgée. En l'occurrence, PAERPA, c'était pour les personnes âgées de plus de 75 ans, mais ce qu'on a fait pour les personnes de plus de 75 ans, peut complètement s'appliquer pour les personnes âgées. Je ne sais pas à quel âge on commence à être âgé. Donc un travail de co-construction, de coordination de cette politique, j'allais dire, publique. Donc l'agence a écrit un projet régional de santé. Il y a eu la ministre de la Santé, Madame Buzyn, effectivement, a présenté, j'allais dire, des propositions de santé, d'abord pour en ce qui concerne les personnes âgées, mais aussi dans Ma Santé 2022. Donc voilà,
j'allais dire, la différence entre Ma Santé 2022 et ce qui avait été prévu en région Grand Est, il y a, je vais dire, très peu de différence. Il y a une seule différence qui concerne l'hôpital de proximité, voilà, qui en tant que tel n'avait pas été travaillé dans le cadre du projet régional de santé et qui va faire l'objet d'un avenant du projet régional de santé tel que M. Lannong, le directeur général de l'ARS, l'a proposé lundi à la CRSA. Donc un travail, j'allais dire, à la fois, mais c'est tout le parcours, donc vous en avez parlé, c'est la prévention. Donc on est beaucoup aidé par la conférence des financeurs, hein, où on travaille de concert avec les élus, le conseil départemental, les professionnels. Donc PAERPA, Dr Abraham en a parlé, les ergothérapeutes, toutes les actions d'activité physique adaptée. Hein, on était, j'allais dire, en avance. Maintenant, l'activité physique adaptée, tout le monde en parle. On la met en œuvre au sein de la région Lorraine, en particulier sur un programme qui s'appelle Prescrimove, qui s'est mis en place, je crois, en Champagne-Ardenne. En Alsace, bon, la Lorraine était un petit peu en retard, mais ça va démarrer en début d'année 2019, donc ce qui va permettre à des personnes qui ont, j'allais dire, des maladies de longue durée de pouvoir bénéficier de programmes adaptés avec un diagnostic et un suivi adapté. Donc c'est la prévention, c'est effectivement sur le parcours en lui-même, M. Dupont en a parlé, c'est tout éviter les ruptures. Donc on a dit aller à l'hôpital à mauvais escient, voilà, c'est délétère. Donc comment on assure ce parcours entre la ville, l'hôpital et puis la sortie d'hospitalisation. Ce sont des moments très importants. Donc on travaille beaucoup sur les soins non programmés. Il y a des chantiers qui sont donc en cours. On va travailler avec la ville, avec les médecins traitants. Comment on s'organise pour prévenir ces hospitalisations, comment on s'organise pour les préparer. Donc on a un acteur qui est aussi très présent dans le département, qui est SOS Médecins, puisque SOS Médecins assure sur tout le département, en particulier les visites, j'allais dire, dans les périodes de permanence des soins, mais aussi en journée. Donc il y a tout un travail où on va essayer d'approfondir les protocoles de qu'est-ce qu'on peut bien faire à domicile, qu'est-ce qu'on peut bien faire en EHPAD pour éviter des hospitalisations. Donc il y a des choses, j'allais dire, pas toutes bêtes, mais des choses qu'on arrive à résoudre, même avec l'assurance maladie ou les médecins conseillent, qui éviterait que les personnes ne soient obligées d'aller à l'hôpital parce qu'en ville, en EHPAD, on ne peut pas faire des aérosols comme on souhaiterait le faire. Donc il y a tout. Donc c'est les soins de proximité. Vous savez que voilà, alors je n'emploierai pas les mots que je n'apprécie pas du tout, mais donc on a un travail en Meurthe-et-Moselle en particulier, mais dans toute la région, de construire, de conforter les soins de proximité qui sont parfois mis à mal. Monsieur Dupont en a parlé. Et les infirmières, oui, les infirmières. Donc on voit, les choses vont très vite, Monsieur Dupont l'a dit, donc dans les esprits, les choses évoluent beaucoup. L'ARS vient de signer un contrat un CEPOM avec l'URPS infirmier, tout comme il l'a fait avec les médecins, tout comme il l'a fait avec les pharmaciens. Et dans ces CEPOM, les personnes âgées, peu ou prou, sont plus que présentes. Donc les pratiques avancées, l'agence a investi dedans, a investi dans les formations. Il y a des infirmières libérales qui où on rémunère le fait que, effectivement, elles peuvent plus exercer en libéral, donc on compense. Donc il y a vraiment un réel engagement pour dire l'exercice coordonné, l'exercice autrement, on y va. C'est entre autres pour les personnes âgées, bien sûr, pas que pour elles, mais c'est beaucoup aussi donc pour elles. Les EHPAD, voilà, vous en avez parlé, on parle d'EHPAD hors les murs, on parle d'EHPAD. L'EHPAD, pour moi, c'est un petit plateau technique ou un plateau technique. Donc on a parlé de la télémédecine. Au sein de cet EHPAD, il peut y avoir de la télémédecine qui peut servir à l'EHPAD, mais aussi à l'extérieur, dans les villages, dans les petites villes, où il y a des difficultés, où il n'y a plus de médecins. Donc l'EHPAD peut être le lieu, effectivement, de rencontre entre des personnels soignants, infirmières entre autres, un outil qui est la télémédecine, et puis en bout, des médecins généralistes qui peuvent, alors avec les outils existants, je vais dire en particulier ceux qui sont développés sur Nancy, on parlait tout à l'heure de l'innovation, voilà, on peut faire beaucoup de choses. L'ARS aussi, avec le maire de Nancy en a parlé tout à l'heure, donc tout ce qui est innovation. Alors on a une association qui s'appelle Innov Autonomie sur le département de Meurthe-et-Moselle, donc c'est entre guillemets la silver economy, on est en plein dedans. Tout ça concourt à améliorer la personne âgée, qu'elle soit en EHPAD ou qu'elle soit à domicile. Je n'oublierai pas l'habitat,
puisque il ne suffit pas de maintenir, enfin de souhaiter qu'une personne reste à domicile, il faut qu'elle le soit, j'allais dire, dans de bonnes conditions. Donc là aussi, l'habitat, les murs font partie et apportent de la santé ou apportent de la non-santé. Donc voilà, toutes ces actions, elles sont, j'allais dire, très disparates, elles sont en coordination, en co-construction avec les autres partenaires. Voilà, on m'attend pour aller tout à l'heure au conseil départemental. Donc effectivement, l'adaptation de l'hébergement, les résidences accompagnées, les résidences autonomie, pour les personnes qui ont des troubles mentaux, pour des personnes qui ont d'autres pathologies, on construit, on innove, et là l'ARS, j'allais dire, est partie prenante. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ou poser des questions dans la salle, c'est le moment. Oui. Bonjour, docteur Duru, je suis médecin coordonnateur, médecin généraliste et médecin coordonnateur à temps partiel d'une maison de retraite Corian à Épinal. C'est une réflexion que je voulais faire. On a parlé de l'utilité des personnes âgées, parce que tous les gens ici en sont convaincus, puisqu'on baigne dans le milieu du service à la personne âgée, etc. Donc on s'investit pour ça. Mais il y a encore des freins très importants dans la société française qui restent pour les quinquas et plus encore très marqués par l'époque où la France était dirigée par des gens âgés, et en particulier un qui a écrit dans ses mémoires que la vieillesse était un naufrage. Et aujourd'hui, en 2018, s'applique une loi votée par le Parlement français qui limite à 71 ans l'âge d'autorité à laquelle un citoyen français peut être élu dans un organisme représentatif, un ordre professionnel, un syndicat, un conseil d'administration de caisse de retraite. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? La réponse est oui. Non mais bien sûr, on est sur des éléments très particuliers d'une société par le bas, je dirais, qui bouge et qui n'a pas de problème. J'ai écrit un bouquin dans le temps qui s'appelle « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» Et on voit bien que la société, elle dit « il n'y a pas de guerre des générations ». Les jeunes, les vieux, ils ont des différences, mais globalement, ça fonctionne plutôt très bien. Par exemple, on a augmenté de manière, à mon sens, totalement inadmissible, la CSG par rapport aux retraités les plus modestes. Quand on demande aux plus jeunes, donc qui ne sont absolument pas concernés, 74% disent bah, « c'est n'importe quoi ». Parce que simplement, ils vivent, ils connaissent leurs parents, leurs grands-parents, ainsi de suite. Donc il y a la société du bas qui est plutôt dans une alliance, dans une réciprocité entre les générations, et la société du haut, ou les institutions du haut, qui ont un regard extrêmement négatif sur l'âge, et qui pensent qu'en plus, il faut encadrer les choses. Voilà. Et donc simplement, il y a comme ça une contradiction, une confrontation très forte entre, on pourrait dire d'une certaine manière, ces deux mondes. Et comment la société du bas va finalement obliger la société du haut à réfléchir autrement, à penser autrement et à supprimer un certain nombre de barrières. Alors parfois ces barrières, elles ont été aussi inventées par des gens plus jeunes pour se dire qu'il faudra bien quand même un moment ou un autre que les vieux partent pour qu'on prenne la place. Donc il y a aussi cet élément-là, donc il y a aussi des histoires de combat institutionnel. Mais globalement, à aujourd'hui, où quand on demande, d'ailleurs, dans l'étude Ipsos pour la Fondation Corian que nous avions fait, on demandait aux gens, mais à quel âge on est vieux? Alors vraiment vieux, hein, et ben globalement, les jeunes disaient 70 ans, les vieux disaient 80 ans. Donc on voit bien que c'est extrêmement relatif. Donc ce type de norme a sans doute pas grand-chose à voir avec les réalités. En même temps, est-ce qu'il faut des normes, par exemple, sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a besoin de mettre une norme d'âge par rapport à la capacité d'avoir des fonctions? On sait qu'il y a des auteurs extraordinaires, des cinéastes extraordinaires. Manuel de Oliveira avait dépassé 100 ans et continue à faire des films extraordinaires, dont certains disaient bien plus intéressants et bien plus jeunes, entre guillemets, que certains cinéastes de 30 ans. Donc on voit bien, c'est une question bien plus de personnalité, de capacité, plutôt que d'âge. Mais c'est tellement plus facile de normer par l'âge que de trouver autre chose qui est évidemment beaucoup plus subjectif. Et donc, comme on cherche des normes objectives pour être tranquille, on refuse nos subjectivités qui demandent évidemment plus de débat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, Jean-Louis Collineau, donc je siège à la commission départementale de la citoyenneté et de l'autonomie et je suis syndicaliste.
Bon, vous avez dit utile, donc moi je vais revenir sur votre préambule et sur le sondage que vous avez effectué. Moi je pense que je suis très sceptique sur les pourcentages que vous donnez, parce qu'il existe bien une fracture numérique et vos pourcentages sont très très élevés quand vous nous dites que 55% des gens de plus de 80 ans utilisent Internet, je crois, de mémoire une fois par semaine, quand vous nous dites que 39% des gens qui sont en EHPAD se disent utiles quand elles ont une connexion Internet. Oui, il existe bien une fracture numérique et cette fracture figure encore dans le schéma départemental de l'autonomie puisqu'il faut inverser la tendance. On va donc, au niveau départemental, faire des recommandations, des préconisations visant, bien sûr, à initier les seniors à la tablette numérique. Bon, la marche vers le numérique est maintenant une marche forcée, tout le monde s'y met. Les complémentaires santé, bien sûr, les compléments, les mutuelles, les banques et les impôts. Et on a vu qu'au moment du passage du prélèvement à la source et de la déclaration obligatoire de ces revenus en ligne, que ça pose un énorme problème aux seniors. Alors il y a des mairies encore qui s'emploient à charger des bénévoles pour former et faire la déclaration en ligne, par exemple, des seniors. Je cite une mairie que je connais bien, puisque c'est là où je réside, c'est les Nancy. Il y a des associations qui ont aussi conscience de cette fracture numérique, comme l'Office d'enseignants des personnes âgées, qui elle aussi propose des formations à la tablette numérique. Et puis vous avez le département de Meurthe-et-Moselle aussi qui s'y emploie. Déjà en 2014, il y avait eu un partenariat entre l'éducation nationale et le département qui était bien, dans un lycée au collège de Briey, donc les juniors et dans les seniors. Les seniors sont réfractaires à la tablette numérique et ils n'ont pas tout à fait tort, puisqu'ils ont entendu parler des addictions, bien sûr, ils ont entendu parler des piratages, des comptes bancaires, vous savez, avec des données qui vont un peu n'importe où, donc ils sont réfractaires, et s'ils l'utilisent, ce sera très bon escient. Donc c'est pour ça que je juge un peu votre à bon escient et obligé. C'est pour ça que je crois quand même, je suis très sceptique, et puis moi je vais même dire, et ils sont erronés. Alors, je vais vous répondre, monsieur, sur ce point. Je voudrais aussi apporter un dernier complément, mais là, je ne veux pas être hors sujet pour les seniors qui, bien sûr, ont une utilité sociale, mais je lis à la fin, et en gras, ne faisons pas de l'utilité un devoir, un ordre sans âme. Bon, vous savez, quand on a travaillé 40 ans et plus, qu'on va encore arriver une augmentation, qu'on a le pouvoir d'achat qui baisse et qu'on voit arriver les 1,7% d'augmentation, au niveau national, en tant que syndicaliste, nos organisations et associations qui luttent contre ça, qu'on appelle le groupe des 9, elles appellent aussi de temps en temps les seniors un petit peu à réagir et à faire, puisqu'ils ne sont plus en activité salariée, de faire ce qui s'appellerait une grève du zèle. Voilà ce que j'avais à dire. Là, ce n'est pas le CDCA qui parle, c'est à titre personnel et syndical. Merci, monsieur, pour vos questions, vos remarques.
Alors, je vais vous répondre sur l'aspect, la méthodologie qui a été utilisée pour réaliser l'étude. Alors, en plus, vous soulevez un point que j'ai omis de préciser et je vous en remercie, c'est qu'effectivement, cette étude, elle est réalisée par Internet. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller interroger par téléphone 8000 personnes. Donc, forcément, les personnes qui ont répondu, y compris les plus de 80 ans qui m'ont répondu, de fait, utilisent Internet régulièrement. Ce qui nous intéresse vraiment et ce qui montre, en fait, l'évolution des seniors par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies, c'est justement cette proportion de plus en plus importante des répondants qui déclarent utiliser Internet pour envoyer des mails ou les réseaux sociaux au moins une fois par semaine. J'ai plus exactement en tête, mais c'était de l'ordre d'une augmentation de 10 points et 20 points pour les réseaux sociaux depuis 2014. Donc c'est cette tendance que l'on souhaite souligner, mais je suis d'accord avec vous, ce n'est absolument pas représentatif de l'ensemble de la population et des plus de 80 ans dans ce pays. Mais vous l'avez souligné également, il y a de plus en plus d'initiatives, notamment d'associations et de communes, qui forment les seniors, mais pas que, à l'utilisation d'Internet, notamment pour tout ce qui est papier administratif, gestion administrative, les impôts et autres du quotidien. Et voilà, de plus en plus de personnes s'y mettent. Et je pense que cette tendance est importante pour pouvoir justement continuer à gérer son quotidien en toute autonomie le plus longtemps possible. Voilà, merci d'avoir rectifié ce point, puisqu'effectivement, je ne l'avais pas précisé. Alors, Serge, je te laisse peut-être un petit mot de synthèse, et puis nous allons pouvoir poursuivre les échanges de la matinée. D'accord, on va aller très vite parce que je crois que nous avons un petit peu fait exploser les compteurs, mais bon, c'est la vie après tout. Voilà. Non, mais il n'y a pas vraiment. C'est simplement à dire que ce qu'on a vu avec nos trois intervenants, c'est à la fois la complexité du sujet, c'est aussi le besoin, tout simplement, le besoin d'agir, et aussi combien il importe de temps en temps de sortir des sentiers battus et de regarder les réalités telles qu'elles sont et non pas telles qu'on pense qu'elles sont. Ça s'appelle changer de regard. Il y a un regard idéologique, on est convaincu que c'est comme ça. Puis il y a un regard réel. Par exemple, quand le docteur Abraham nous raconte, nous explique l'étude qu'elle a suivie, un certain nombre de gens vont en EHPAD, en sortent mieux, ça va quand même à l'inverse d'à peu près tout ce qui est dit. Et pourquoi on dit autant cette notion de maintien à domicile, comme si on voulait que les gens ne bougent pas. Par contre, comprendre qu'on a des parcours plus ou moins différents, et qu'on peut aller à tel endroit, et puis on en sort, et ainsi de suite. C'est montrer qu'il y a une diversité de situations, et non pas une fatalité des situations. Et souvent, il y a l'idée qu'à partir d'un certain âge, de toute façon, c'est comme ça, et ça ne peut pas être autrement. Et je crois que c'est à la fois le travail de la Fondation, mais c'est aussi le travail des trois acteurs ici présents, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'on a d'abord chacun une pluralité de situations, une pluralité de réactions, et que c'est l'importance du mot « accompagner », et qu'il s'agit d'accompagner de manière la mieux adaptée possible, et que du coup, on répond beaucoup mieux aux attentes, aux besoins. Et cette adaptation, évidemment, elle pose le problème de la complexité, elle pose le problème des technologies qui vont très vite et qui coûtent très cher, voilà. Et elle pose surtout, et d'abord, c'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir aussi un élu de la République, merci Laurent de nous avoir accompagnés, c'est qu'elle pose aussi d'abord la question de la citoyenneté et de la démocratie. Plus la société est longue, plus la démocratie doit être profonde. Oh, c'est beau ça. Voilà. Merci à tous.